Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Si c'est ton premier épisode, je t'explique le concept tout de suite et si c'est pas le cas, merci pour ta fidélité. J'ai la chance de recevoir un ou une invitée avec qui je parle de sa profession. Mais avant tout, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi la personne que j'ai en face de moi fait ce qu'elle fait. Alors que tu écoutes ce podcast dans ton canapé, ou en train de faire ton sport, ou encore en train de faire les tâches ménagères, je te propose, à la fin de l'épisode, si tu l'as aimé, de le liker et de le partager sur toutes tes plateformes. Encore une fois, je te souhaite la bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Hello Nicolas, bienvenue dans le podcast. Salut Ken, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, oui. Cool. Très bien. Nicolas, est-ce que je peux dire Nico? Est-ce que ça va comme ça? Ça marche, Ok, cool. c'est Alors souvent le cas. Nico, est-ce que tu pourrais te présenter à ma communauté qui ne te connaît pas encore? Bien sûr, moi je suis Nicolas Monod, je suis préparateur physique belge, mais travailleur au Luxembourg du coup. Ok. Donc voilà, je travaille dans un centre pluridisciplinaire avec d'autres professionnels de la santé, donc kiné, médecin, psychologue, diététicien, psychomotricien. Euh, on va dire, on est un panel assez large de thérapeutes. Ok. C'est un centre de prépa physique dans lequel tu travailles ou c'est un centre de performance? Alors, c'est pas vraiment un centre de performance, c'est plus un centre de rééducation, Ok. du coup, mais dans lequel on reçoit, on va dire, monsieur et madame tout le monde, mais aussi des sportifs en rééducation, réathlétisation, et on a un suivi global, donc avec tous les autres professionnels autour, quoi. Ok, d'accord. Tu as toujours fait ce métier ou tu as fait un autre métier avant ça? J'ai toujours travaillé dans le sport. Ok. Maintenant, j'ai pas toujours travaillé en tant qu'indépendant, même si ça a été, on va dire, un peu le fil rouge de ma carrière. Donc, j'ai travaillé en tant que coach sportif. J'ai démarré en tant qu'indépendant. Et puis, au fur et à mesure de mon parcours d'indépendant, on sait un peu comment ça se passe. Il y a des moments un peu plus difficiles où je suis retourné dans le salariat en complément, mais toujours dans le monde du sport. Donc, c'était des centres sportifs où on recevait des enfants qui étaient en classe verte. Mhm. Et donc, nous, on faisait un peu des animations sportives pendant la semaine. J'ai travaillé dans des écoles aussi, en partie, donc où là, j'étais professeur de sport, Ok. mais toujours avec ma partie coaching sur le côté. Donc, je vais dire, c'est un métier que j'ai toujours fait, mais à temps plein ou alors sur le côté. Ok. T'as quel âge, Nico? 37 ans. Ok, d'accord. Le parcours de formation pour devenir coach et préparateur physique en Belgique, alors, du coup, d'abord, je dois te poser la question, est-ce que tu t'es formé en Belgique, du coup? Oui, donc Ok, mes études, j'ai fait ça en Belgique et en France. d'accord. Et du coup, le parcours de formation en Belgique pour devenir coach sportif et ou préparateur physique, est-ce qu'il y a une voie universitaire et puis est-ce qu'il y a une voie, par exemple, pour les gens qui font une reconversion? Alors, bon, le métier de préparateur physique est toujours pas reconnu. Ok. Donc, on va dire que tout le monde peut se considérer, en tout cas en Belgique, comme préparateur physique. Mhm. Il n'y a pas vraiment une voie spécifique pour y arriver. Il y a plusieurs voies qui sont possibles. Donc, euh, il y a la voie universitaire, donc le master en sciences de la motricité, euh, plus évidemment des formations spécifiques sur le côté. Moi, dans mon cas, j'ai fait des études donc universitaires et par après j'ai fait des spécialisations en préparation physique. Donc mes études universitaires en Belgique plus ma spécialisation en France à Lille. Ok. Et tu as fait une spécialisation sur un sport particulier en prépa physique? Non, c'était en fait on va dire global au niveau des sports collectifs. Ça s'est passé à l'université de Lille, Mhm. juste à la sortie de mes études en éducation physique. D'accord, ok. Euh, aujourd'hui, tu es préparateur physique indépendant qui exerce dans un centre de santé. C'est ça? C'est ça, c'est Ok, ça. d'accord. Tes, tes athlètes, alors est-ce que tu ne coaches que des athlètes ou est-ce que tu coaches aussi monsieur et madame tout le monde?
Je coach les deux, athlète et monsieur et madame tout le monde. Ok. Et du coup, les athlètes que tu coaches, on va commencer par eux. C'est quoi leur sport pour lesquels ils viennent se développer leur qualité athlétique avec toi? En général, ça reste beaucoup plus des genres de sports collectifs. Ok. Donc, on est sur le foot, le basket, volley, Mhm. en général. Moi, j'ai quand même plus gros background au niveau du foot. Donc, on va dire que c'est, en général, 80% de ma clientèle, c'est des footballeurs. Mhm. Et pour le reste, au niveau des sports collectifs, bah, j'ai aussi de la demande, quoi. Donc là, je Ok. m'adapte un petit peu en fonction du sport, mais en général, je suis beaucoup plus centré sport collectif. D'accord. Et au niveau, par exemple, des footballeurs qui composent la plus grande partie des Ouais. athlètes que tu as en coaching, ils ont ils jouent à quel niveau? Alors, j'ai un peu de tous les niveaux. Ça va de la première division, donc nationale, à la troisième, quatrième division. Ok. En fait, on parle d'athlètes maintenant en fonction de leur niveau, mais c'est un peu, je vais dire, tous les footballeurs qui ont conscience qu'ils doivent faire quelque chose à côté Mhm. de leurs entraînements pour évoluer, quoi. D'accord. Donc moi, je ne me focalise pas spécialement sur le haut niveau. C'est en fonction des gens qui décident de franchir le pas et de demander de l'aide d'un coach pour les aider. Ok, d'accord. Maintenant, donc ça, c'est pour la partie athlète. Pour la partie Ouais. monsieur et madame tout le monde, les gens que tu encadres, ils viennent vers toi avec quel type d'objectif? Est-ce que c'est assez spécifique ou au final, c'est aussi un panel assez large de personnes? En général, c'est, on va dire, des personnes qui ont généralement une problématique, Mhm. douleur de genou, douleur de dos. Euh, je travaille quand même dans un centre de rééducation, donc on va dire que fatalement, ma clientèle est majoritairement composée aussi de gens qui ont un suivi dans le centre. Et donc, moi, je fais la suite du travail de rééducation des kinés. Mhm. Donc, fatalement, on part sur une problématique et une pathologie de base. Et en fait, l'objectif, c'est de réintroduire le sport dans leur quotidien euh, à la suite de la rééducation. Donc, c'est Mhm. des gens qui ont quand même oui, comme j'ai dit, des pathologies, des appréhensions par rapport à la reprise sportive. Et donc, mon travail se fait à la suite de la kinésithérapie. Mhm. Et, euh, et le but, c'est de les faire progresser et de les responsabiliser par rapport à la pratique sportive, quoi. D'accord. Euh, alors, je ne sais pas comment c'est en Belgique, Oui. mais depuis mon petit patelin helvétique, je me rends compte qu'il y a, de la part des coachs, un certain sentiment d'infériorité par rapport, alors pas tout le temps, hein, mais ça peut arriver par rapport Mhm. au kiné, par rapport aux médecins du sport, par rapport aux autres personnes qui composent les professionnels de la santé. Toi qui es coach et préparateur physique dans un centre pluridisciplinaire, comment tu sens Oui. ta place par rapport à tes collègues? Alors, c'est sûr qu'au début, on a un petit peu cette appréhension par rapport de se retrouver en tant que coach dans un milieu médical et on se sent un petit peu, oui, un peu, on va dire plus bas que les autres Mhm. au niveau des connaissances anatomiques, etc. Maintenant, la place, je pense qu'elle se fait au fur et à mesure et que c'est aussi la discussion euh, que tu as avec les autres professionnels avec lesquels tu travailles qui te permettent d'avoir cette légitimité que tu penses ne pas avoir au début. Ça reste un échange d'idées et donc je vais dire que même si je l'avais au départ, les autres ne m'ont pas du tout fait sentir Ok, et au final, j'ai l'impression que maintenant on est tous au même niveau et la vie de chacun compte autant que les autres, quoi. ok, d'accord. Donc tu as vraiment, enfin, moi c'est une conviction que j'ai, mais Ouais. euh, tu, est-ce que tu estimes que le coach a sa place dans cette chaîne de professionnels de la santé? Oui, Mhm. clairement. Euh, pour moi, on a, bon, ici, c'est vrai que maintenant, avec
un petit peu les nouveautés. J'ai l'impression que les kinés aussi sont de plus en plus coach en plus de leur métier de kiné. Oui. Et donc, des fois, là, on va dire que on a l'impression que la limite est un peu fine entre les deux. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de limite. C'est juste une superposition, en fait, de moments dans lesquels je vais intervenir dans le continuum de l'accompagnement. Mhm. Ouais, c'est pas Donc, forcément ce que chacun, je dis, c'est pas chacun, forcément ce chacun que a tu son idée. fais, c'est le timing C'est ça. au moment auquel tu le fais. C'est ça, c'est le moment auquel j'interviens, en fait, qui différencie un peu le travail. C'est juste, pour moi, un continuum de performance, quoi. Mhm. Donc, on part de la rééducation, on va dire, pour les kinés, de la thérapie manuelle, donc sur la table, pour arriver sur du mouvement en salle et finalement arriver donc sur la partie un peu plus coaching. Donc, c'est vraiment une suite, en fait. Mhm. Ouais. Oui, parce que Pour moi, il y a pas de problème pour le coach de s'intégrer là-dedans. Ça reste de la communication et de la discussion. mhm. Ok. Et du coup, les clients, ils t'arrivent par bouche à oreille des autres professionnels dans le centre auxquels ils ont eu affaire, ou tu vas sur le site du centre et puis en fait, il y a les têtes de tout le monde qui apparaissent et puis les gens peuvent choisir, ça se passe comment? En général, on va dire que c'est la grosse majorité, c'est du bouche à oreille, Mhm. euh, soit via des personnes avec qui moi j'ai déjà travaillé, et je suis beaucoup évidemment référencé par les autres professionnels de la santé du cabinet. Mhm. Ce qu'on fait entre nous également. Mhm. Ok. Donc vraiment un travail d'équipe. C'est ça, c'est Ok. ça. C'est très cool. C'est très très cool. J'aimerais profiter d'avoir un préparateur physique orienté sport co et orienté football Oui. pour poser quelques questions. Euh, comment est-ce que comment est-ce que tu définirais ton travail de préparateur physique? C'est quoi ton rôle en tant que préparateur physique face à un joueur de football? Mais en fait, mon travail par rapport aux joueurs, bon déjà dans un premier temps, ça reste de la communication par rapport à son staff, donc le staff de son équipe. Mhm. En fait, en général, quand un joueur à charge, j'aime bien prendre contact avec le staff de son équipe pour qu'il sache aussi, ça reste de la communication, ce que lui me demande de travailler et ce que nous on fait aux séances pour qu'il n'y ait pas, euh, on va dire, une incohérence au niveau du travail. Ok, parce que du coup, le joueur qui va venir vers toi spécifiquement pour que tu sois son préparateur physique, il a peut-être un autre préparateur physique avec le collectif de C'est l'équipe. ça. Ok, Donc, certains non, mais on va dire que ceux qui seront à plus haut niveau ont un préparateur physique aussi en club qui mhm, est attitré pour l'équipe. d'accord. Et donc, à partir de là, ben, ça reste sur de la communication quotidienne pour savoir vers où on se dirige et surtout comment planifier les séances. Et Ok. donc, moi, mon travail, c'est beaucoup plus d'aller dans le spécifique par rapport à cette problématique à lui, plutôt que, et donc il reste aussi, on va dire, complémentaire avec le travail en club, qui est là collectif par rapport à l'équipe. Donc moi, c'est vraiment sur on va dire, sur des déficits de Mhm, force, d'explosivité, de vitesse sur lesquels je vais travailler. Et également, ça, parce que ça arrive régulièrement, c'est en général le récidive au niveau des blessures. mhm, Et donc, moi, mon but, c'est vraiment essayer de travailler là-dessus pour, en fait, euh, aider le joueur à performer et aussi aider le préparateur physique du club qui n'a pas le temps, évidemment, de gérer tous les cas individuels. Il a une vingtaine, une trentaine de joueurs dans son maillot, donc au niveau du travail spécifique, c'est toujours compliqué. mhm. Clairement. Ok. Et tu parlais de combler des déficits de force, des déficits de vitesse, des déficits d'explosivité. Oui, Euh, c'est quoi les structures d'entraînement que tu mets en place pour ça? Alors moi, je fais de la prépa physique, mais plus pour les oui, sports de combat.
J'ai vu passer sur les réseaux sociaux plein de vidéos de préparation physique pour les sports co, et notamment pour le foot. Bon, tu as senti où est-ce que j'allais en Oui, je arriver. vois très bien. Mhm. Euh, Moi, la vision que j'ai, c'est l'équipe de France de football qui fait sa préparation physique à base de bosu, à base de Ouais. surface instable, à base de petites barres de squat, pas très lourdes. Enfin, voilà. Est-ce que selon toi, c'est quelque chose de bien et puis qui est juste clowné par les gens sur les réseaux sociaux parce que c'est le buzz? Ou est-ce que ben, il y a quand même une lacune sur le travail qui est fait? Je dirais pas qu'il y a une lacune. J'ai parfois, bon, on connaît aussi les vidéos sur les réseaux. On montre un peu ce qu'on veut. Mhm, Et souvent, les vidéos qu'on voit dans les clubs, c'est les trucs un peu plus sympas à montrer, tout ce qui est un peu plus Instagrammable. Je pense pas que le gros travail de mobilité, d'étirement, etc., c'est des trucs sympas à montrer sur les réseaux. Donc, il y a tout à remettre. Il y a un contexte aussi à remettre bien en sûr. fonction du moment où la vidéo a été prise. Maintenant, la problématique pour moi du travail au club, c'est vraiment le peu de temps alloué à la préparation physique. Mhm, Et souvent, les vidéos qu'on voit, tu vas parler de la vidéo de l'équipe de France, c'est très compliqué pour le préparateur physique qui reçoit des joueurs qui sont à des niveaux complètement différents et qui ont des méthodes de travail en club qui sont différentes d'un club à l'autre. Et lui, il se retrouve face à un public assez difficile à gérer parce que ils ont pas les mêmes habitudes de travail. Donc, on va dire que lui, il va juste pouvoir en fait faire du maintien et on va dire limiter la casse pour les préparer au mieux aux échéances. mhm, Maintenant, c'est vrai que ce qu'on voit par rapport au réseau, où il y a un peu cette tendance dans les sports collectifs et pour laquelle je me bats un peu, c'est essayer de vouloir arriver à de la spécificité absolue. mhm. Et donc pour ça, on va intégrer des exercices sur BOSU, à mettre des ballons de foot dans des salles de musculation où il n'y a pas d'intérêt en fait. Mhm. Mais on tend vers le plus de spécificité possible. Ouais. C'est ce que j'ai, moi, dans les sports de combat. Là, je mets le doigt sur le foot parce que j'en profite et puis que je suis Ouais. taquin et puis que j'aime ça. Ah Mais dans les sports de combat, enfin, j'ai vu tout ce qui était possible et imaginable. Et j'ai surtout vu beaucoup de voilà d'ultra spécificité bon. à vouloir donner des directs main avant main arrière avec des grosses haltères, puis en fait ça t'explose la biomécanique du mouvement parce que bah, à chaque fois tu la fais redescendre pour la faire remonter. Voilà, Mhm. c'est pas très intéressant parce qu'on veut aller vers l'ultra spécifique, comme tu dis. Donc c'est un truc que j'ai déjà vu pour les sports de combat, mais j'en profitais vu que tu es là. Est-ce que ça t'arrive des fois ou ça t'est arrivé de rentrer un peu en, je vais pas dire en bagarre, mais tu vois, en discussion un peu forte avec les préparateurs physiques qui justement vont vouloir aller trop dans l'hyper spécifique au lieu de développer les qualités athlétiques de leurs sportifs. Euh, Pas nécessairement avec les préparateurs physiques. On va dire que c'est les discussions, elles sont plus souvent là avec, en tout cas dans un staff, parce qu'avant de travailler avec des sportifs et des footballeurs en individuel, j'ai travaillé aussi dans des clubs de foot. Mhm, Et on va dire que par rapport à ces années passées dans des staffs, c'est également pour ça que j'ai pris la décision d'arrêter de ne travailler plus qu'en individuel. C'est en fait souvent des discussions avec d'autres personnes du staff qui, eux, prônent absolument le spécifique. mhm, Avec d'autres préparateurs physiques, chacun a sa méthode. Donc, j'ai jamais eu des discussions fortes par rapport à ça, ni essayer d'imposer ma vision. C'est juste, moi, j'ai ma façon de travailler et de voir les choses. Je préfère être, on va dire, demande, contrainte et tissu spécifique plutôt que sport spécifique. mhm. Ok. Donc pour moi, Oui. c'est plus une analyse des demandes de l'activité sur lesquelles tu vas être spécifique dans ta préparation, plutôt qu'essayer de copier un geste en mettant une résistance élastique
en mettant une haltère dessus. Et, et Mm. voilà, donc la spécificité doit être là, mais pour moi, pas de la manière dont on le voit de Mm. nombreuses fois sur les réseaux. Ok, ouais. Spécifique aux demandes physiologiques du sport ou aux demandes mécaniques du sport, mais pas spécifique au mouvement du sport. C'est ça. Ok. Oui, parce que ce que tu dis, et j'entends, hein, tu vois, on a tous notre style différent. Un va préférer le cluster set, l'autre va préférer le wave loading, l'autre va préférer Mhm. le dead stop. Mais ça reste que si tu prends une pyramide de l'importance du développement des qualités physiques, bah, la spécificité, elle est en haut de la pyramide et à la base, tu as les qualités athlétiques générales. Et c'est vrai que j'ai C'est souvent, ça. ce que j'observe, c'est, et ça dans le fitness de monsieur et madame tout le monde, comme dans le sport, les gens veulent aller vers le spécifique sans avoir une base de pyramide qui est solide. Mhm. Mais encore une fois, pourquoi? Parce que ce qu'on voit et ce qui est montré, Mhm. ça reste la partie spécifique très sympa à voir. Ouais, Et du coup, on ok, voit ça et on se dit, ben moi, j'ai envie de faire ça, mais il y a quand même une base à avoir à travailler. clairement, on est d'accord. Ok, mais c'est intéressant. C'est euh, c'est intéressant. Tu fais face des fois à un peu de crainte de la part des footballeurs dans l'approche de la musculation, de peur que ça les rende trop lents ou trop forts, ou que, il y a des parties de leur corps qui ne veulent pas travailler. Moi, j'ai travaillé en salle de fitness pendant plusieurs années. Et c'est vrai que quand j'avais des programmes d'entraînement avec des footballeurs, ils me disaient tout le temps la même chose. Ouais, je viens pour le haut du corps, mais j'ai pas besoin de faire les jambes parce que je fais du foot. Parce que je fais du foot, ouais, évidemment. Ça, c'est Et t'es là, alors attends, il y a un truc qui est peut-être pas clair. la classique, ouais. Mhm. Comment tu gères Euh, ça? En club, c'est un peu plus difficile à gérer Mhm, parce encore une fois, je vais dire moins par rapport aux joueurs. J'ai pas l'impression au niveau des joueurs maintenant que le travail de musculation leur fait peur, mais quand tu es confronté dans un staff avec des entraîneurs qui ont vraiment peur que la musculation blesse les joueurs, ça reste plus problématique. mhm, Donc pour moi, en club, ça reste une éducation. En fait, tout dépend on va dire, de l'apprentissage que les joueurs ont quand ils arrivent en club. Certains ont fait des sortes de formations où le travail de musculation a été intégré depuis leur plus jeune âge, et donc du coup, pour eux, il y a aucun problème à intégrer ça. Euh, ou d'autres qui n'ont pas du tout cette éducation-là, et on le voit directement sur les premières séances de musculation, tu dis, waouh, il y a quand même une base à travailler mhm. avant de pouvoir continuer, quoi. Mais on va dire qu'en général, c'est beaucoup plus problématique en club parce que, encore une fois, tu as tes idées de travail et tu as tout le contexte autour en club qui fait que, donc au niveau de la hiérarchie, etc., que au niveau de mon travail individuel en cabinet, où là, en fait, il y a zéro problème parce que les Mhm. joueurs, euh, ils viennent vers toi avec une problématique Oui. et donc ils savent en général un peu ta manière de fonctionner et donc pour eux, ben, ils se disent, voilà, je vais prendre une personne en plus dans mon entourage pour pouvoir m'aider à travailler ces qualités-là. Mhm. Donc pour eux, la musculation, c'est la normalité, on va dire. Mhm. Oui, et puis Pour eux, c'est normal d'être blessé. la démarche, comme tu l'as très justement dit, elle est hyper différente. C'est eux qui viennent vers toi et c'est pas toi qui est staff du club et qui arrive et qui dit, bon, bah aujourd'hui, les mecs, c'est squat et puis c'est ci et puis c'est ça. Et puis ils sont là, ouais, mais en fait, moi, j'ai envie d'aller taper dans le ballon. Oui, c'est ça. Mhm. Ici, l'entraînement est fait quand les joueurs arrivent au club. Toi, tu es le préparateur physique, il y a une partie physique dans l'entraînement. Ben, pour les joueurs, c'est comme ça. Si lui, il arrive et il n'a pas envie de faire ça, c'est différent qu'un joueur qui te demande euh, de l'aide. Lui, il va toujours venir en étant Mhm. motivé, on va dire, il pose pas de questions. Ouais. Ok, on va faire ça, let's go, quoi. Mhm. En club, c'est un peu différent. Tu te bats un peu plus parfois pour, euh, pour faire travailler les joueurs. Mhm. Ok. Rien à voir, mais pourquoi tu as décidé de partir au Luxembourg? Alors, euh, ça s'est fait, on va dire, un peu par hasard. Ok. Donc, ça s'est fait.
via le football dans un premier temps. Donc, j'ai été contacté par un club luxembourgeois pour faire la préparation physique d'avant-saison. Donc, je travaillais dans un club en Belgique. Et alors, ils m'ont contacté pour faire la préparation d'avant-saison parce qu'ils restructuraient un petit peu le travail et ils sentaient qu'ils avaient besoin d'intégrer un travail de préparation physique. Et donc, au départ, ça s'est fait comme ça. J'ai été contacté pour faire donc 7 semaines d'entraînement avant saison. Mhm. Et alors, ça s'est tellement bien passé que du coup, là, on a continué sur une saison entière. Et en fait, euh, de là, j'ai rencontré du coup des kinés qui travaillaient avec le club, kinés avec lesquels je travaille toujours actuellement. Donc le contact humain d'abord est très très bien passé. Et puis, au fur et à mesure de nos échanges, on a vu qu'on avait un peu la même vision des choses. Et au final, eux avaient dans l'idée de déjà créer ce centre-là. Ils m'ont un peu parlé de ça et on est parti là-dessus, quoi. Oh, cool. J'ai Excellent. dit, why not? Ok. Et du coup, tu as déménagé au Luxembourg. Alors non, je suis Ok. toujours en Belgique. D'accord. Je suis en Belgique à 1 heure du Luxembourg, Ok. de mon lieu de travail, on va dire. Et Ça va. donc là, je fais les trajets ici Ok. pour aller travailler. D'accord. Et dans la mécanique, pour parler un peu business, parce que c'est un sujet qui m'intéresse Ouais, beaucoup, tu as ce club qui te contacte. ouais. Bonjour, on aimerait que vous veniez pendant 7 semaines. Et du coup, Mhm. ça se passe comment? Ils te disent, bon, on a ce budget-là, est-ce que ça joue pour vous? Est-ce que tu dis, bon, bah ok, en fait, il y aura combien d'entraînements dans la semaine? Et puis du coup, tu leur fais une offre. Ça se passe comment, les discussions autour de ça? En fait, les discussions, bon, tu te déplaces jusqu'au club pour Mhm. discuter avec le directeur technique, le président, le coach. Dans un premier temps, bon, ils te demandent, ils t'expliquent en fait ce qu'ils attendent de toi. Et à partir de là, ben, les discussions commencent par rapport au nombre d'entraînements. Parce que il faut savoir que quand j'ai été contacté par ce club-là, j'habitais encore plus loin en Belgique du club ici, donc du Luxembourg. Et donc j'avais un trajet encore plus important qui a évidemment joué dans la balance. Donc là, c'est une discussion en fonction du nombre d'entraînements, en fonction du trajet, en fonction de... On reste dans la préparation d'avant-saison, donc du programme d'avant-saison que les joueurs vont recevoir aussi. Et donc, à partir de là, ils font une offre, on fait une contre-proposition et voilà, c'est comme ça que ça se négocie. Donc eux, ils ont plus ou moins, on va dire, un budget à allouer à la préparation physique et tu vois si ça peut matcher avec toi ce que tu demandes. Ok, d'accord. Alors, tu me réponds ou tu as le droit de ne pas me répondre, évidemment, mais Ouais. 7 semaines, sur 7 semaines, il y avait combien d'entraînements par semaine? Alors, ici, il y avait 2 entraînements, donc 2 prestations, vraiment entraînement, plus le match, enfin, les matchs de préparation, donc 3 prestations, on va dire, en semaine. Ok, d'accord. Et du coup, ça, pour ces 7 semaines-là, ça t'a Ouais. rapporté combien? Alors, ça m'a pas rapporté énormément. Ouais. J'ai, je pense, touché 1000, 1200, je pense. Ok. Donc, sur la globalité, avec les séances d'entraînement, avec le programme d'entraînement. Mhm. Euh, on va dire, il y avait, de ma part, je sais pas pourquoi, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui allait déboucher par rapport à ça. Oh, j'ai envie de dire que ton intuition a été bonne. Oui, mais je n'ai aucune idée. Je ne saurais pas Ouais. t'expliquer aussi pourquoi. Il y a un J'avais feeling. l'impression que, ouais, le timing, tu vois, qu'il y a quelque chose qui allait déboucher là-dessus. Et, et au final, oui, c'est ce qui s'est passé, parce que je suis quand même resté 8 saisons au club. Et ici, maintenant, je travaille, même si je ne suis plus au club, je travaille quand même à côté dans le cabinet. Mhm. Ok. Ouais, donc euh, t'aurais pu peut-être demander plus et ou refuser l'offre, mais tu as senti que Mhm. c'était le moment de donner un petit peu pour peut-être recevoir plus tard en retour. C'est ça, c'est Ok, ça. très cool. Ok. Faire confiance à son instinct, des fois, c'est intéressant.
Ouais, là, ça a bien fonctionné. Là, ça a bien fonctionné. Oui, alors il y a des fois où ça fonctionne pas, hein. Je suis d'accord avec Non, toi. non, c'est clair. L'instinct, c'est pas toujours une valeur sûre, mais c'est vrai que de temps en temps, il faut savoir s'écouter. Ok. Ouais. Euh, une valeur aujourd'hui qui est importante dans ta hiérarchisation des valeurs, une valeur qui est importante et qui est nourrie à travers le travail que tu fais. Alors, pour moi, je dirais, bon, il y a la valeur de transmission Mhm, quand même par rapport à mes coachings. Ça reste de l'éducation. J'aime bien travailler dans la globalité. Donc, au-delà du fait de quelqu'un vient me voir pour une problématique X ou Y, j'aime bien quand même intégrer d'autres notions, on parle de sommeil, d'alimentation, etc. Pour moi, ça reste de l'éducation globale. Donc, le fait de transmettre, pour moi, c'est assez important. Euh, donc oui, c'est vraiment des valeurs qui me tient à cœur. mhm. Très J'en cool. avais une autre, mais elle ne reviendrait plus comme ça. Bon, écoute, si à un moment donné, elle te pop, Elle tu va dis, ah, peut-être stop, revenir c'est bon. Elle va peut-être revenir entre temps. Tu parles de nutrition, tu parles de sommeil. Est-ce que toi, tu fais aussi de l'accompagnement en nutrition ou est-ce que tu repasses cette responsabilité à d'autres personnes? Euh, Ici, donc, comme on travaille dans un centre, ben, je suis pas la personne spécialisée en alimentation. J'ai des notions. Mhm. À mon niveau, ça reste de la sensibilisation. Ouais. Et du coup, j'essaie de réorienter vers les professionnels attitrés. Mhm. Moi, mon rôle, c'est vraiment de sensibiliser par rapport à ces différents domaines, quoi. Ouais, bien sûr. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, et donc j'essaie de réorienter aussi vers d'autres. Mhm. Et l'avantage, comme je t'ai dit tantôt, c'est qu'on est vraiment énormément en communication par rapport à nos clients. Et donc, je vais dire, ici, il n'y a aucune problématique par rapport à ça. Un s'occupe peut-être plus de la partie sport, l'autre de la partie alimentation. Mais au final, les discussions qu'on a en dehors de nos consultations, Mhm. elles sont fluides et donc on est toujours au courant de ce qui se passe dans les autres domaines. Mhm. Ouais, ouais, bien sûr. Et je pose la question et tu vois, tu l'as dit, bah en fait, moi, c'est plus de la sensibilisation. Mhm. Et je fais pareil avec mes clients, hein. Plutôt que de faire une diète où je vais mettre du riz, du poulet et du brocoli On le connaît, ouais. pour juste mettre ça et puis faire un plan où tu vas manger 200 grammes de ci, 200 grammes de ça, je préfère t'expliquer comment c'est idéal de bien manger. Puis après, si tu veux Mhm. aller plus loin, bah, en fait, c'est plus mon domaine de compétence. M'estime pas assez fort là-dedans pour faire un travail qui est qualitatif. Et donc, je passe la responsabilité à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Mhm. En gros, c'est les grandes lignes que nous, on fournit aux gens. Et voilà, maintenant, s'ils veulent du spécifique, ben là, on a d'autres professionnels, quoi. Mhm. Clairement. Euh, T'as un profil type de sportifs qui viennent vers toi euh, pour de la prépa physique. Je te pose la question parce que qui est-ce que j'en... J'avais vu une interview de Matt Fraser Ouais, et qui expliquait qu'avant ses 23 ans, un truc comme ça, il faisait n'importe quoi au niveau de la bouffe et qu'en fait, c'est à partir d'une première blessure, à partir d'une première casse, que, ouais. il a commencé à faire attention parce qu'il s'est rendu compte que bah, ce que tu mettais dans la chaudière, bah, forcément, ça avait un impact sur comment elle fonctionnait. Et c'est vrai que quand tu écoutes un peu les sportifs qui sont un peu plus âgés, ils ont un peu tous ce même discours. C'est soit quand tu vieillis, soit quand tu as une première casse que tu commences à faire attention. Et du coup, je me demande, voilà, sur est-ce que c'est véridique ou pas par rapport à toi, le type de profil que tu as. Euh, j'ai pas forcément des sportifs plus âgés. Mhm, On va dire, il y en a quand même pas mal qui sont dans la vingtaine mhm, et qui ont pris conscience de ça. Euh, j'ai l'impression que, bon, tout ce qu'on voit sur les réseaux, c'est bien pour ça, parce que ça montre quand même une image des sportifs, Ronaldo, etc., qui font attention à leur corps,
qui travaillent en dehors. Donc, je pense que c'est un bon exemple aussi pour les jeunes qui, du coup, veulent s'y mettre plus tôt. D'un autre côté, le revers de la médaille par rapport à ça, c'est pour moi les parents qui veulent aussi mettre beaucoup plus tôt leurs enfants vers un travail de préparation physique spécifique. Et donc, Ok. moi, ça m'est déjà régulièrement arrivé de refuser de prendre des jeunes en préparation physique parce que pour moi, ça n'avait pas d'intérêt de faire ça à leur âge. Donc, pour moi, c'était, écoute, faire du spécifique à leur âge, autant qu'il ait faire d'autres sports, de la psychomotricité, de la gymnastique, qui vont le développer de manière globale Mhm. et qui vont vraiment l'aider dans différentes habilités motrices, plutôt que à son âge, à 7 ans, à 8 ans, vouloir faire du spécifique football. Voilà. Ok. C'est plus, on n'est pas dans un projet Mbappé, quoi. C'est marrant parce que j'aurais tendance à penser différemment. Je t'explique, hein, et puis après, on discute Ouais, ouais, là-dessus. ouais. Et si on n'est pas d'accord, c'est encore mieux parce que comme ça va donner un peu d'eau au moulin. J'aurais tendance à me dire que dans ce que font beaucoup de parents, c'est-à-dire rendre leurs enfants hyper spécifiques dans un sport très tôt, à faire Ouais, du football depuis l'âge de 5 ans, on va prendre le football, hein, mais on va prendre la ouais, ouais. natation aussi. Moi, j'avais un client, son fils était nageur en équipe suisse, il nageait 17 heures par semaine à 12 ans, Mhm. tu vois. Ouais. Et, Mhm. euh, et moi, j'aurais tendance à me dire que l'enfant qui va être très spécifique dans un sport aurait des intérêts à venir faire de la préparation physique, mais pour développer ses qualités athlétiques générales. Parce qu'en fait, il est déjà hyper spécifique dans son sport. Et dans ma vision, Ouais. j'imagine qu'il va moins se blesser sur le long terme si on passe un peu de temps à faire de la préparation physique. Mais pour du coup, là, c'est pas spécifique, donc c'est pas comme tu l'as dit toi, mais plutôt général. Mhm. Oui, maintenant, pour moi, à cet âge-là, j'ai l'impression que le, allez, aller chercher d'autres activités pour un peu augmenter le panel d'habilité motrice, ça peut être que bénéfique. Ok. Que tu vois d'aller, allez, j'ai eu beaucoup de cas parce que j'ai quand même des sportifs, j'ai eu des sportifs jeunes, on va dire, dans l'adolescence. Et pour moi, le fait d'avoir, tu sais, autant d'heures de sport à bon niveau dans la semaine, plus lui remettre une charge aux jeunes de, tu vas aller avec un préparateur physique, travailler, même si ça reste le préparateur physique, il peut faire du beau travail, travailler dans la globalité, de se dire, je vais rajouter cette charge-là en plus de tous mes entraînements. En général, ça dégoûte assez vite les jeunes. Ok. De les rentrer trop vite dans un processus très professionnel de suivi. Mhm. C'est pour ça que moi, de temps en temps, je préfère leur dire, bah, écoute, si tu vas jouer avec tes potes, que tu vas aller nager, en fait, tu vas travailler d'autres qualités, mais tu seras pas dans un contexte où je me prépare pour mon activité. Ok. Ok. C'est plus dans ce sens-là que je l'entends. Alors, ça fait totalement sens. À un moment donné, tu es un gamin, il faut aussi que tu fasses d'autres trucs, quoi. Va jouer, va faire autre chose. Ouais. Et tous ces petits moments-là que tu vas avoir avec tes potes, en fait, ils vont être aussi bénéfiques que si tu allais avec un coach faire un truc bien cadré. Mhm. Pour moi, ça va, c'est complémentaire. Parce Ok. que vouloir remettre du cadre sur l'énorme cadre qu'il a déjà avec son activité, ouais, c'est pas Mm. toujours une bonne idée. Au-delà Maintenant, de ça ça, reste mon avis, quoi. oui, oui, mais ouais, il est très bon. Et puis la manière dont tu l'expliques, je veux dire, l'argumentaire est difficilement attaquable. C'est à un moment donné, tu t'entraînes déjà 10 12 heures par semaine, tu as des horaires, tu as des ci, tu as des ça. Si on doit rajouter une 13e ou une 14e heure, bah, en fait, va t'amuser avec tes potes pour histoire de lâcher un peu la pression aussi. Et ce que je veux rajouter par rapport à ça, c'est que en général, donc les parents te font la demande, et moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est du coup voir l'enfant tout seul, Mhm. discuter avec lui, sans que le parent soit là, pour lui demander, mais toi, qu'est-ce que tu veux faire vraiment? Je veux jouer à la Est-ce que c'est PlayStation. est-ce que c'est toi qui as envie de ça ou Ouais, est-ce que c'est ton père qui pousse vers ça? ouais. Et du coup, ça t'aiguille directement vers le bon choix. Oui, parce que si c'est lui qui demande, ah non, non, moi je veux, bon, bah à ce moment-là, pourquoi pas.
Ah oui, oui, parce que Mhm. c'est déjà arrivé Ouais. aussi. Là, tu vois que c'est le gamin qui est mordu et qui a envie d'avancer. Et là, tu vois que c'est pas du tout le parent qui pousse, quoi. Mhm. Au-delà de ça, qu'est-ce que tu penses de cette hyper spécialisation précoce des jeunes athlètes qui vont, dès leur plus jeune âge et euh, assez loin en fait dans leur adolescence, voire cet âge avant l'âge adulte, faire énormément de volume d'heures du même sport par semaine? Euh, Ici, comme je disais tantôt, tout dépend du contexte, mais en général, il y a, surtout au niveau des enfants, il y a cette lassitude qui arrive assez rapidement. J'ai l'impression que de plus en plus, les fédérations, les structures essaient de faire attention à ça et de proposer d'autres choses aussi, parce que je suis régulièrement en discussion avec d'autres préparateurs physiques, de proposer d'autres activités non spécifiques Mhm. euh, aux gens qui sont dans les fédérations et dans ces structures un peu plus professionnelles, quoi. Ok. Et je pense que c'est pas mal de leur faire voir un peu autre chose aussi. Ça reste des enfants et l'idéal, c'est de leur fournir le plus de stimulation possible Mhm. et les enfermer dans un carcan où ils ont toujours les mêmes, simplement au niveau de la motricité, toujours les mêmes sollicitations. Euh, pour moi, c'est pas l'idéal et au-delà du fait que l'hyper spécialisation n'est pas géniale pour leur développement, ben, au niveau mental, je pense que il y a un grand rôle aussi, quoi. Mhm. Ok. Ouais, Quand tu es enfant, tu as envie de tout voir, tout essayer. Et si tu empêches déjà ça, à cet âge-là, Mhm. Oui, à moins que je tu aies pense un qu'après, gamin, c'est... à moins que tu un gamin qui soit complètement mordu de son sport et qui ait envie, quoi. Oui, c'est ça. Mhm. Mais en général, tu peux regarder sur les équipes, on va dire les vrais mordus, il n'y en a pas beaucoup. Mhm. Et pourtant, on fait le même travail avec l'ensemble du groupe. Mhm. Ok, je comprends. Euh, c'est quoi que tu cherches à accomplir à travers le travail que tu fais, Nico? Euh, J'aimerais, on va dire, aider le plus de personnes possible, mais pas dans le sens... Allez, en fait, mon objectif et mes principes de travail sont venus en fait de mon histoire. En fait, j'ai été joueur de foot, du coup, Mhm. hein. Je me suis quand même occupé des footballeurs. Et j'ai toujours été blessé, en fait, dans les moments importants. Ok. Donc, quand il y avait des sélections, quand il y avait des moments où le coach de l'équipe première venait voir les, les équipes d'en dessous pour faire un peu ses choix, ben, moi, soit j'étais dans une très bonne période, dès qu'il venait, je me blessais. Et donc, en fait, mon objectif, c'est de permettre aux gens, on va dire, de s'approprier ou se réapproprier, parce qu'on est dans la réathlétisation, leur corps, et leur permettre d'être prêts dans les moments qui comptent. Mhm. Alors, pour moi, les moments qui comptent, ça peut être le sportif qui va passer des tests dans un club qui doit se montrer, qui doit montrer à son coach qui peut être sur le terrain, ou la personne de tous les jours qui doit être physiquement prêt parce que j'ai un potager, je dois aller travailler dans mon potager, j'ai envie que le lendemain, je puisse encore marcher. J'ai pas envie d'avoir mal au dos, j'ai mon petit-fils qui est à la maison, j'ai envie de me mettre à quatre pattes pour jouer avec lui et je dois pouvoir me relever. Donc mon objectif, c'est vraiment d'aider les gens à se réapproprier leur corps, à pouvoir bouger librement. C'est cool. J'approuve cet objectif. Alors, autant, voilà, mon approbation a la valeur qu'elle a, hein, mais j'approuve grandement cet objectif. Très cool. Ça va alors. Non, c'est très cool. Non, mais c'est vrai que nous, on se rend pas forcément compte. Alors, d'autant plus si tu n'as jamais été blessé ou jamais été malade au point de ne pas pouvoir te lever. Ouais, Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de la détresse que ça peut imposer à une personne de ne pas être maître de son propre corps et de ne pas pouvoir compter sur lui. Ne c'est serait-ce que ça. pour aller faire les courses,
et repartir du supermarché avec un sac avec de la nourriture pour 3 jours, quoi. Et il y en a qui galèrent à porter ce sac sur 100 mètres. Et c'est vrai C'est qu'on ne ça, réalise pas à quel point c'est compliqué. ça te limite tellement dans la vie de tous les jours. Et ça, oui, ça limite tes choix, ça limite tes possibilités. Le nombre de personnes qui viennent voir et qui a envie de faire, de tenter une nouvelle activité, que ce soit de l'escalade, que ce soit de la course à pied, et en fait, ils ont peur Mhm. parce qu'ils ne font pas du tout confiance à leur corps. Ouais, Et du coup, clairement. les voir évoluer et se dire, ah ben, tu sais quoi, en fait, je me suis inscrit à un cours d'escalade. Ah ben, c'est top. Bah oui, parce que maintenant, je me sens bien, parce que maintenant, j'ai confiance en mes possibilités. Et bon, c'est cadeau, quoi. C'est clair. On sait qu'on a évolué là-dessus. Mhm. Ce serait quoi pour toi le revers de la médaille de tout ce que tu entreprends? Euh, on va dire, du coup, maintenant que tu parles du revers de la médaille, j'ai retrouvé une des valeurs, mais qui Mhm. va avec le revers de la médaille. Donc, du Ok. coup, c'est pas de mauvaise transition. Donc, c'était une des valeurs, c'est la passion. Ouais. Et donc, bon, transmission, passion. Et la passion, évidemment, ben, ça revers aussi, c'est que on est, on est tout le temps dedans, en fait. On est tout le temps dans le travail. Donc, Mhm. pour moi, ça reste un gros revers, c'est que on parle vie pro, vie perso, mais pour moi, il y a pas de séparation entre les deux, quoi. Mhm. Si le boulot il va pas, fatalement la vie perso va en pâtir. Et le revers de la médaille, c'est que on est passionné, on veut tout le temps se développer et progresser, mais du coup on a tout le temps ça en tête. Mhm. Et le revers de la médaille, c'est que euh, j'ai vraiment difficile à pouvoir à séparer les deux. Mhm. C'est comment est-ce que comment est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu fais pour réussir à ne pas penser au travail ou à ne pas penser à toutes ces choses qui gravitent autour de toi? Alors, je suis à 300% d'accord avec toi dans le sens où vie pro et vie perso, quand tu es indépendant bah, et puis que tu es passionné, c'est Ouais. difficile de les séparer. Mais voilà, c'est quelles sont les activités que tu peux faire ou comment est-ce que tu fais pour mettre le truc sur pause et juste souffler? Alors, c'est les personnes qui font partie de ma vie, donc Mhm. ma compagne qui m'aide beaucoup, et mon chien, Ok. qui me permettent de relativiser et de me dire, écoute, maintenant, tu viens de passer la porte de la maison, on va essayer de laisser le boulot à l'extérieur, même si on en parle régulièrement avec ma femme, parce Mhm. que ça, c'est important. Les moments qui vont bien, les moments qui sont plus difficiles, je pense que c'est important pour quelqu'un d'indépendant de pouvoir avoir quelqu'un avec qui discuter de ça. Mais c'est vraiment les personnes qui me permettent de faire ce petit sas de décompression par rapport au travail, quoi. Mhm. Ok. Ta femme, elle est aussi dans le domaine du sport ou elle est dans un autre domaine complètement différent? Alors, elle est dans un domaine complètement différent. Ok. Elle est hôtesse de l'air. Ouais. Et ici, elle s'est formée en nutrithérapie Ok. parce que l'alimentation, ça a toujours intéressé. Et donc, du coup, là, on a pas mal de projets pour l'avenir ensemble, quoi. Donc voilà, c'est un métier complètement différent. Ouais. Et on va dire que c'est c'est aussi un des gros avantages par rapport à mon travail d'indépendant, c'est que elle étant hôtesse de l'air et étant parfois sur des longs courriers en Afrique, Mhm. je dois pouvoir aussi moi me libérer un peu plus facilement au niveau de mes horaires pour ne serait-ce que la garde du chien, quoi. Ouais, bien sûr, c'est clair. Non, mais on est tout à fait d'accord. Mais ok, donc l'entourage, c'est le sas de décompression aussi. C'est ça. Mhm. Clairement. Pour Ok, moi, c'est cool. vraiment ce qui est. Nico, c'est le moment du quiz. OK. C'est le moment du quiz. On a fini la première partie des questions. On va relâcher un peu la pression avec le quiz et puis après, on ira encore sur d'autres questions que OK. j'ai envie de te poser. Le but, ne pas trop réfléchir aux réponses que tu donnes. OK. Ça va? Ok, 3, 2, 1, c'est parti. Quand tu étais petit, tu jouais à quoi, Nico? Alors, au Lego,
et aux Tortues Ninja. Ah, ça c'est bon, ça, les tortues ninja. Un aliment que tu n'aimes pas manger. Euh, des salsifis. Ok. Ton outil de travail favori. Euh, mon corps. Ok. Une de tes manies. Ah, je revérifie tout 50 fois. Ok. Une porte fermée, euh, un ordinateur éteint, je vérifie tout, D'accord. tout le temps. Ta citation préférée, si tu en as une. Alors, j'ai pas vraiment de citation préférée, c'est juste, euh, on va dire, un passage d'un livre qui m'a beaucoup marqué, Mhm. qui dit que la réussite n'existe pas et que ça ne sert à rien de la chercher, que le bonheur est déjà là. Ah, c'est joli ça. J'aime beaucoup. Un gros mot que tu dis souvent si tu dis des gros mots. Je peux le dire là? Bien sûr. Putain, Ouais. C'est un- le putain, c'est un truc qui revient souvent. hein. Ouais. Ton film favori. Ou un de tes films favoris. La ligne verte. Ah, ça fait un petit moment que je veux revoir ce film et du coup, il va falloir que je m'y remette. Ce que tu aimes le Ouais. moins dans ton job. Je crois que ça va étonner personne, c'est l'administratif. Mhm. Ce que tu aimes le plus dans ton job. Euh, coacher, transmettre. Ton plat préféré. La paella, mais pas n'importe laquelle, celle de ma mère. Ah, ouais, ok, je comprends, je comprends. Du coup, Ouais. t'as des origines espagnoles. Oui, ma mère est espagnole. Ouais. Ok. Tu écoutes de la musique? De moins en moins, j'écoute beaucoup de podcasts, Ok. Et mais alors, du coup, le podcast que tu écoutes le plus? euh, voilà, j'en écoute tellement. Euh, je dirais Limitless Project de David Nicolas. Ok. Si tu pouvais partager un repas avec quelqu'un, quelqu'un qui est ou quelqu'un qui n'est plus, quelqu'un de réel ou quelqu'un de fictif, tu partagerais ton repas avec qui? Euh, sans hésitation, ma compagne. Ok. Ça, c'est pas de la déclaration d'amour. Non, non, c'est juste, voilà, c'est une personne avec qui je peux C'est tout juste qu'elle est, partager. c'est juste qu'elle est à côté de toi et puis elle te regarde comme ça. Non, non, elle est partie. Elle est partie. Je t'embête. Si tu pouvais tout recommencer et faire un autre métier, tu ferais quoi? Vétérinaire. Et Oui. dernière, et dernière question, une lecture que tu recommandes, peu importe le domaine. Alors, lecture que je recommande, ben, je l'ai pris avec, c'est Le guerrier pacifique Ok, de Dan Millman. C'est d'où vient la citation que tu m'as demandé tantôt. ok, parfait. Donc, j'ai trouvé ce livre incroyable et ouais. Tu es en train de le lire actuellement. Je l'ai déjà lu plusieurs fois. Ok, d'accord. Là, c'est la combienième fois que tu le lis? Je suis à la quatrième. Ouais, j'hoche la tête. Moi, le livre que j'ai lu, je crois, 7 fois, c'est OK? Ouais, L'Alchimiste de Paolo Coelho. Alors, c'est un grand classique hein, qui se lit très vite, mais ouais. voilà, dans les moments un peu difficiles, je trouve que c'est un truc assez sympa à lire. Ça te remet un peu les idées en place. Mhm. Euh, Professionnellement, un moment dur pour toi que tu as vécu, ce serait quoi? Euh, je pense au tout début où j'ai commencé à travailler au Luxembourg. Ça a été, ça a été difficile au lancement de l'activité Mhm, parce que même si tu es quand même soutenu par les autres professionnels, t'arrives dans un pays que tu connais pas et t'as pas de clients, tu dois faire ta clientèle. Moi, j'avais quand même 1h40, 1h45 de trajet au tout début pour aller sur mon lieu de travail. Et donc, oui, j'ai quand même passé des moments difficiles parce que au début, tu refuses rien. mhm.
Et donc, si tu as deux clients sur la journée, un fin de matinée et un en soirée, ben, faut t'occuper entre les deux. Et avec le trajet, ben, tu fais pas l'aller-retour. Ouais. Et oui, je me rappelle de moments où ben, un client t'appelle le soir, euh, il te demande une séance pour le lendemain matin, et tu dis, bon, ben, je vais pas faire le trajet de retour. Donc, tu dors sur une table de kiné où tu essaies de pas trop te retourner parce que c'est quand même limite et tu risques d'être réveillé un peu brutalement pour pouvoir donner ta séance le lendemain à 7 heures, quoi. Ouais. Ok. Et donc, c'est des choses qui sont pas prévues, sur lesquelles tu essayes de réagir parce que tu te dis que ça peut t'apporter d'autres opportunités. Mhm. Et ouais, ça n'a pas été des moments faciles, Ok. Et qu'est-ce que que le ce soit qu'est-ce que le Nicolas financièrement. d'aujourd'hui dirait à ce Nicolas qui est en train de se retourner sur cette table de kiné sans trop se retourner parce que sinon il va se péter la gueule? Ouais, fais gaffe déjà parce que c'est dangereux. Ça, c'est une chose. Et bah, continue à bosser, continue à croire en toi. Ça va tourner, quoi. Mhm. Ça va tourner. Les clients vont arriver et ça va aller. Ça va Ok. marcher. Il y a une grosse différence culturelle entre la Belgique et le Luxembourg? Euh, je dirais pas grande. Euh, il y a juste, pour moi, il y a quand même une différence au niveau, bon, le style de vie est un peu différent au Luxembourg et pour moi, la vie est un peu plus facile au Luxembourg. Ok. Et donc, pour certaines personnes, faire des efforts, c'est compliqué. Mais Au pourquoi? niveau de la mentalité luxembourgeoise, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place dans le pays et donc beaucoup d'aide, etc. Et on va dire que tout est, allez, tout est normal. Ok. C'est normal d'avoir des aides, c'est normal d'avoir ça. Et donc, même au niveau sportif, au niveau de la mentalité, parfois, ça reste un peu compliqué, quoi. Ok. Le tout de suite, ouais, c'est quand même très ancré. Ok. D'accord. Dans 10 ans, tu voudrais être où ou en être où? Euh, J'aimerais continuer être où, on verra. En Mhm. tout cas, en être où. J'aimerais continuer à coacher. Ok. Alors, ici, j'ai mon travail en présentiel au cabinet. J'ai lancé aussi des suivis à distance, donc j'aimerais que dans 10 ans, ces suivis se soient un peu plus développés. Et en fait, dans 10 ans, ben, je me vois voilà, toujours coacher, avoir mes suivis à distance, pouvoir m'occuper de mon jardin, avoir mes poules Mhm. et profiter de ces petites choses simples-là, et toujours du coup en capacité, très bonne capacité physique pour pouvoir faire tout ça. Mais oui, voilà, peut-être diminuer le présentiel pour aller plus vers du distanciel. Mais j'aime quand même le contact humain et donc la partie présentielle pour moi, elle sera toujours là. Mhm. Alors je dis pas, parce que c'est quelque chose auquel je réfléchis aussi, je dis pas que ça resterait des accompagnements individuels, peut-être plus sous forme de workshop, de stage, etc. Mais j'ai quand même besoin d'avoir ce contact avec les gens dans la réalité. Mhm. Dans le vrai monde. C'est ça. Back Est-ce in que real tu life. pourrais me donner un truc que tu trouves positif par rapport Ouais. au monde dans lequel on vit aujourd'hui? Hmm. Euh, Il y a un domaine précis. Pas du tout. Tu es libre de choisir. Je te pose cette question parce que j'ai décidé que ce serait une des nouvelles questions à ajouter dans le podcast pour 2025. Je trouve qu'on est très fort à mettre le doigt sur ce qui fonctionne pas, C'est mais vrai. beaucoup moins à mettre le doigt sur ce qui fonctionne. Et j'ai envie d'apporter un peu de positivité. Donc, du coup, je te pose la question. Ouais. Euh, pour moi, les gros éléments positifs, c'est la facilité d'information, d'accès à l'information. Mhm. Ici, avec
tout ce qu'on a, on a quand même beaucoup plus facilement accès à des choses pour se former dans différents domaines. Moi, je sais que le travail du bois, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Je sais qu'une fois que je serai un peu plus calme, je pourrais m'y mettre. Mais du coup, la facilité d'accès à l'information, c'est que tu peux aller prendre un tutoriel sur YouTube, commencer à te former toi-même sur certains domaines, et que ce soit pour ça ou pour des bêtises dans ta maison où tu as quelque chose à faire, tu peux trouver un petit tutoriel partout et t'es pas obligé d'essayer de trouver directement quelqu'un pour t'aider. Tu peux Mm. essayer de faire les choses par toi-même. Clairement. C'est un très bon côté positif. Euh, Nicolas, un dernier mot pour Ouais. les auditrices et les auditeurs du podcast, gentiment arrivé au bout. Quelque Ouais. chose que tu as déjà dit et que tu aimerais répéter ou quelque chose que tu n'as pas encore dit et que tu aimerais partager avec les gens qui nous écoutent. Bah déjà, merci d'avoir écouté jusque-là, pour ceux qui sont toujours présents sur le podcast à ce moment-là. Sinon, ce que j'ai envie de dire, bah, ça reste un peu dans la continuité de ce que j'ai dit, c'est bouger, n'ayez pas peur de bouger. Faites-vous accompagner, mais n'ayez pas peur de faire appel à des professionnels pour vous aider avec votre corps, vous aider à se réapproprier votre corps et de ne pas avoir peur d'essayer de nouvelles choses, de nouvelles activités. Très cool. Très très bien. C'est une très bonne fin. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, on peut me retrouver sur les réseaux, même si je ne suis pas grand expert là-dedans, sur Instagram. Mhm. Donc, c'est Nicolas Monod sur Instagram et sur Facebook également. Ok. Donc, j'ai une page essentiellement professionnelle sur Instagram, Nicolas Moineau, Mhm. une page Facebook professionnelle euh, et alors un peu plus personnelle où là, il y a 90% de photos de mon chien. Ça marche. Cool. Tac, comme ça, vous savez si vous voulez aller voir les photos du chien de Nico. C'est ça. Nico, merci beaucoup Donc, là. pour ton temps. C'était très agréable de discuter avec toi et puis d'apprendre à te connaître parce que du coup, on s'est juste échangé quelques messages sur Instagram et du coup, c'était très sympa d'apprendre à te connaître. J'ai bien aimé tout ce que tu as apporté et notamment, voilà, tu renforces mon idée et ma vision de la préparation physique qui doit être euh, spécifique aux besoins physiologiques et aux contraintes, mais pas spécifique aux gestes du sport. Donc, très Mhm. cool. Merci pour ça. Euh, Merci pour ta sympathie. J'ai passé un très bon moment. Merci à toi, pareillement. C'était mon premier podcast, donc Bah écoute, je trouve que tu t'étais très bien débrouillé. C'était top. Pour les auditrices et les auditeurs du podcast, bah, merci pour votre fidélité si c'est pas votre premier épisode. Si c'est votre premier épisode, eh bien, bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao tout le monde. Ciao Nico. bon. Ciao, ciao.